Oh, il a marché, il a comment ça gauche. Bon les gars, on se retrouve dans le beau studio de Super 7 Nutrition pour une petite vidéo interview. Après je vais martyriser Antoine, ça va être sympa. Ah. Mais voilà, pour l'instant je vais répondre à tout un tas de questions qui vont être assez utiles. Et après on va s'occuper du jeune homme ici, il est musclé mais voilà. Moi aussi, ouais, il est grand mais j'ai de quoi faire normalement. Aussi, hein. J'ai de la résistance de base. Après il a des soumissions que je n'ai pas. Voilà, ça devrait aller. Combien? Alors déjà la vidéo n'a pas encore commencé. Combien de temps est-ce qu'il tiendrait en sparring contre moi si je vais à 70%? Voilà. Au sol? En partant de debout. Ouah, je pense que je tiens max 1 minute. Et encore je suis gentil je pense. Avant que je te soumette? Bah j'ai aucune défense de sparring moi. J'ai fait que de la... 1 minute, mais frère, en 20 secondes c'est plié. Ah d'accord. Je crois qu'il allait dire non, 5 minutes et tout. Il m'a dit on va se compter pied. Je pense. Mais j'ai regardé tes vidéos, hein, peut-être même 10 secondes. Quelques minutes plus tard. Ah putain. Imagine ça. Ah, il fait 100 kilos, j'arrive pas à respirer mon frère. Imagine ça. Moi c'est Scott, sur les réseaux je m'appelle Scott Octo, tout le monde m'appelle comme ça, tous mes potes m'appellent comme ça. Je fais des sports de combat depuis l'âge de 8 ans. Donc j'ai essayé de m'y écarter pendant quelques années, j'ai jamais réussi, je suis toujours revenu vers ça. Et quand tu viens au lycée, on te dit conseil d'orientation, tout ça, moi ça m'intéressait pas trop. Donc j'ai décidé de m'orienter vers ça et je trouvais que les réseaux c'était la meilleure manière de gagner ma vie au plus vite et de ce que je kiffais quoi. Bon pour ceux qui te connaissent pas encore, t'as plus grosse partie de ton contenu, c'est donc tout ce qui est voyage, combat, etc. Tu vas dans plusieurs pays. Et moi, j'aimerais savoir donc qu'est-ce que le Japon, la Géorgie, le Sénégal ou encore la Thaïlande t'ont apporté chacun pour l'entraînement et pour toi tout simplement. Ouais. Mon projet à la base, c'était d'aller dans des pays dangereux. La Géorgie, c'était mon premier voyage de mon projet. C'était vraiment le bonheur au quotidien, la découverte. J'ai fait mon premier cours de judo, donc déjà ça va aider à me rendre compte à quel point le judo est vraiment très sous-coté dans les sports de combat, en tout cas en France. C'est étrange de voir un pays européen qui ressemble en tout cas à un pays européen classique, aussi pauvre, avec des bâtiments, on dirait c'est des bâtiments abandonnés, mais en fait pas du tout. Et voir l'hospitalité des gens, je savais pas que c'était possible d'aller dans le pire ghetto du monde, en Géorgie, et d'être hyper safe et que les gens soient hyper agréables et tout ça. Donc après Sénégal, je dirais que c'était mon pays le plus dépaysant, le voyage le plus dépaysant que j'ai fait, dans le bon sens. C'était dingue, vraiment, rien que d'y repenser, c'était vraiment dingue. Qu'est-ce que ça m'a appris de vraiment particulier? Que voilà, l'entourage c'est très important. Je sais que si on n'avait pas été accompagné par des gens voilà, très aimables et vraiment très bienveillants, et voilà, je vais parler de surtout Albouri, Songo, ils se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo, mais voilà, ils nous ont beaucoup aidés et je sais que j'ai pu compter sur eux et ça c'était vraiment très important. Voilà. Après Japon, j'ai appris que quand on te dit que tu peux pas faire quelque chose, faut pas écouter quoi. Pour donner un exemple concret, quand j'ai dit que je voulais participer à des entraînements de sumo, on m'a dit mais t'arriveras pas, genre c'est impossible. J'ai envoyé un message Insta et j'ai réussi. Et la Thaïlande, c'est le pays où j'ai passé le plus de temps après la France. Ça m'a fait vraiment speedrun la vie et ça m'a surtout fait speedrun mon expérience en sport de combat parce que j'ai pu rencontrer des gens de partout à travers le monde, vraiment tous les pays, tous les horizons, des forts, des moins forts. Ça m'a fait réussir à jauger le niveau global du MMA dans le monde, qui est quand même incroyable. Quand mon objectif c'était d'aller à l'UFC à 100%, de voir vraiment comment les mecs de l'UFC s'entraînent. Et parfois, quand tu vois ça que à travers les réseaux, tu te dis, le gars, il dort, il mange, il s'entraîne, c'est tout. Pas du tout. Voilà, je vais pas dire des trucs de fou, mais ça m'a permis de voir aussi ce que c'était la vraie vie de combattant, quoi. Donc dans le camp où je m'entraîne en Thaïlande, en haute saison, t'as vraiment 80% de Russes dans les salles et t'as toute l'équipe de Khamzat Chimaev, tout ça, ils viennent chaque année. Et une année, il y avait les fils du dictateur tchétchène aussi. Et donc s'entraîner sur le même tatami que les fils du dictateur tchétchène, c'est un peu étrange. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion du coup de parler un petit peu avec eux et de leur
leur serrer la main. Donc on peut dire que j'étais à une poignée de main de Poutine pendant un certain temps, quoi. Par rapport du coup au décalage horaire, tes combats, etc. Mais comment tu as pu gérer la fatigue et la pression quand en fait l'effort il commence à être vraiment dur? Tout est dans la tête. Donc en fait, c'est pas une question de ce que ton corps est capable de faire. Quand on me dit ah t'étais fatigué dans ton combat, travaille ton cardio, ça n'a rien à voir. J'étais hyper stressé. J'avais des choses qui interféraient avec mon corps et il se trouve que c'est juste le cerveau. Et quand tu as réussi à pousser au-delà de ça, ne pas dire ok je suis fatigué, et ben je fais pas ce round d'entraînement, je fais pas ce round de combat, je skip l'entraînement, je suis hyper fatigué. Quand tu pousses au-delà de ça, tu te rends compte à quel point c'est mental parce que tu te rends compte que la fatigue disparaît en fait, littéralement disparaît. Donc voilà, comment surmonter des entraînements compliqués ou quoi que ce soit, bah faut juste le faire et tu verras que c'est mental, littéralement que mental. Et donc du coup tu parles de mental, dans ces moments difficiles, c'est quoi en gros ton dialogue intérieur? Enfin, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quoi? Bah c'est refuser d'être fatigué. Donc en fait c'est intégrer ce langage-là et se dire mais du coup c'est sûr que je peux le faire. Si je le fais pas, c'est qu'il y a autre chose qui m'en empêche. Des situations désagréables, se dire ah là je suis fatigué, du coup je vais peut-être perdre le round et du coup tu as de l'ego qui rentre, tu as plein de choses qui rentrent. C'est réussir à effacer tout ça, à faire un petit peu le vide et se concentrer sur non mon corps il peut. Et parfois tu vas être tellement à 100% que les autres seront pas dans le même état d'esprit que toi et tu vas prendre le dessus sur eux et c'est ce qui se passe en combat quand tu as un mec qui est hyper fatigué. Et un autre qui n'est pas fatigué, ça n'a rien à voir avec le cardio. Il y en a plein qui disent ah lui il a un meilleur cardio que lui, rien à voir. C'est juste dans la tête quoi. J'ai vu que tu avais plusieurs tatouages Ouais. par rapport à tes voyages, etc. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu leur signification, etc. Bah déjà, il y a énormément de tatouages que j'ai fait en Thaïlande. Tous les couteaux, c'est tous mes combats. Après 18 ans, je crois il m'en manque quelques-uns, mais en tout cas, il y en a pas mal. C'est quoi le score? En MMA, je suis à 4 victoires, 4 défaites et un no contest, un doigt dans l'œil, sale. J'ai failli perdre mon œil, mais j'ai eu de la chance. Après, donc lui aussi, je l'ai fait en Thaïlande, sur un coup de tête. Lui aussi, je l'ai fait en Thaïlande, mais lui, je l'ai fait avec la technique du bambou. C'est-à-dire, t'as un long bâton comme Dans ça. la gorge comme ça là? Et que le plante dans la gorge pendant 2 heures, quoi. Et ça fait beaucoup moins mal que les tatouages classiques, surtout quand tu as un vieux Thaïlandais qui te gribouille le bras, ça fait vraiment beaucoup moins mal au petit bâton. Donc à chaque voyage, le truc c'est de faire un tatouage dans le pays. C'est pas juste un tatouage qui me fait rappeler une anecdote du pays quoi. Donc là c'est un petit chat qu'il y a dans les graffitis partout dans la capitale avec mon mot préféré qui est bonjour, qui se dit Gamar Joba. Après Sénégal, bah, c'est le nom qu'on m'a donné, mon nom de lutteur sénégalais, Boyaranka qui veut dire petit poulpe. Là il me tient vraiment beaucoup à cœur. Ça c'est la ceinture du Yokozuna qui est le sumo le plus gradé. Et il se trouve que du coup c'est eux qui ont choisi mes tatouages. Je leur ai dit, j'avais pas d'idée, je leur ai demandé de choisir mes tatouages. Le Yokozuna, la ceinture du Yokozuna, j'ai fait ça aussi parce que j'ai réussi à rencontrer ce mec là que j'ai mis dans plusieurs vidéos où il m'a essayé de me soulever à une main, il a fait des trucs. Demi-dieu. Ouais voilà, le demi-dieu. Là j'ai appris le premier tatouage que j'ai fait, le poulpe. Voilà, celui-là il s'oublie pas, il sera toujours là de toute façon. Petite question bonus, enfin 2 petites questions bonus à te poser. La première étant par rapport du coup à l'échec, les défaites qu'un combattant peut subir, etc. Qu'est-ce que ça va venir faire dans ton environnement, toi-même, etc. Le vrai conseil que je pourrais donner si moi je devais recommencer, ce serait de lâcher prise complètement de défaite-victoire, de prendre du plaisir, d'essayer de maîtriser son combat, maîtriser ses émotions et surtout maîtriser ses techniques et de voilà juste cracher ce que vous faites à l'entraînement. Et pas se prendre la tête, la foule ça fait rien, le combat que tu es en train de faire là tu pourrais le faire sur un parking, ça changerait rien, ce serait exactement le même combat. T'as déjà pris un KO? Non, jamais pris de KO, je me suis fait soumettre une fois comme un sgeg, mais non, jamais pris de KO. Selon toi du coup, quelle est la plus grosse erreur quand on débute dans le sport de combat ou est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite, que tu peux expliquer? Je pense que pour les gens qui veulent débuter et faire de la compétition, la plus grosse erreur que j'entends tout le temps sur les jeunes de 16, 17, 18 ans qui viennent de se lancer depuis quelques mois, c'est que ouais, je vais faire de la compétition quand je serai meilleur, quand j'aurai plus de niveau ou quand je serai ceinture bleue de Jiu-Jitsu, ce qui prend 1 an et demi. Je pense que dès qu'on peut, faut faire de la compétition parce que une compète, ça équivaut à 6 mois d'entraînement. C'est vraiment incroyable, ça fait apprendre tellement sur sa manière de combattre. C'est tellement différent de l'entraînement. Il y a des gens qui sont très mauvais à l'entraînement et qui sont très bons en combat. Faut pas oublier que c'est un combat à la base, c'est qui est le meilleur à la bagarre va gagner. Donc ça, c'est hyper important. Faut pas se dire ah j'ai pas le niveau, ça fait 3 mois que je m'entraîne. En vrai, on s'en fout. Merci pour cette début d'interview. Merci à toi.
Ça, les Non, gens, mais il va pas me martyriser. les gens ils savent qu'on va à FIT dans le seul but de martyriser Antoine. Allez, top, un petit peu. Allez, aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà, ce qui va être très drôle, c'est que je crois qu'Antoine n'a jamais fait de Jiu-Jitsu. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Parce que du coup, je vais pouvoir le baptiser de toutes sortes de techniques qu'il a jamais entendu parler. Ça va être très drôle. En fait, le fait qu'il ait dit qu'il puisse tenir 1 minute contre moi, ça prouve encore une fois le niveau d'ignorance de la majeure partie des gens qui n'ont jamais fait de sport de combat, et en l'occurrence de grappling, de jiu-jitsu. Et là, ça va être très drôle. Surtout qu'il est hyper musclé, donc c'est encore plus drôle, je trouve. Alors, dégustation. Petite barre Pour avant. l'instant, j'ai mangé qu'elles, moi. Et elles sont déjà validées par la street. Mais alors celle-là, on va voir. Vanille Pas- choco Je caramel. suis pas très vanille de base. Oh, c'est bon. Ouais, Ah, en vrai, c'est bon. sans problème. Je suis pas un grand fan, il y a du chocolat blanc. Je sais pas, non, c'est vanille choco caramel. Je pense que c'est du chocolat blanc encore. C'est trop bon. C'est bon, hein. Meilleur que celle-là. Ah, on est d'accord. Ouais. Ça fait un peu cookie. Mm. J'aime bien. Non, Oreo un peu. Ouais. C'est ce que je veux dire. Veuillez insérer la scoop de votre choix dedans. Voilà. Sauf l'odeur là. La réaction a été erronée. Là aujourd'hui, moi ce qui me tient beaucoup à cœur avec le jiu-jitsu, c'est montrer aux gens que c'est le sport de combat ultime. Parce que c'est le seul sport où tu peux réellement maîtriser quelqu'un de A à Z et qu'il ne puisse absolument rien faire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Je pense qu'on va apprendre les bases du jiu-jitsu. On va apprendre une amenée au sol simple, et une soumission de debout simple, et ensuite je vais montrer les positions dominantes du sol. On va faire ça vite fait, bien fait, ça va être très bien. Donc on va commencer avec les positions classiques de Jiu-Jitsu. Okay. Donc la position la plus basique, celle que la personne de dessous, parce que là moi je suis en dessous, lui il est au-dessus, va chercher à prendre tout le temps, ou en grande majeure partie, c'est une garde fermée, on appelle ça. Donc là il va venir, ça se mettre à genoux, Comme ça. voilà. Et moi, je vais le prendre dans ma garde fermée ici. Voilà. Donc là, une fois qu'il est dans ma garde fermée, il est en position inférieure. En MMA, il peut me frapper, donc c'est beaucoup plus dangereux. Mais en position de Jiu-Jitsu, moi, je peux tout faire ici, lui, il peut rien faire. C'est moi qui ai le contrôle. Et j'ai pas que le contrôle des mains à le tirer, j'ai le contrôle des jambes. Je peux le faire aller en avant, en arrière, comme ça. Dans une position de garde fermée, vu que je suis pas dans une position au-dessus de dominance, mon but ça va être de soit le retourner pour en avoir une, ou de le soumettre directement de cette position. Donc il y a 1 milliard de soumissions à faire d'ici, et il y a 1 milliard de retournements à faire aussi d'ici. Pendant que lui il fait ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire essaye d'ouvrir, et c'est un bon réflexe qu'il a, d'ouvrir mes jambes. Voilà. Sauf qu'évidemment moi je vais pas le laisser faire, et là voilà, mon but c'est de le tirer le plus proche de moi. Donc là, voilà, ce qu'il vient de faire, c'est un bon exemple aussi. Mais c'est dangereux. Là, il est assez haut, donc c'est bien, mais c'est dangereux parce que une fois que moi, mon but, c'est d'éliminer mes mains, boum. Et là, je chope. Voilà, il a Il est mis malin là sinon. je chope ce qu'on appelle un triangle. Voilà. Et là c'est Bon, bref, ça, c'est la position de base. Une autre position de base, c'est Antoine qui est sur le dos. Et moi qui suis ce qu'on appelle en side control. Voilà. Et moi, je suis là, et quand j'ai un bon side, je suis là, j'ai la main dans les aisselles et j'ai l'épaule qui appuie comme ça sur la tête. Voilà. Et là, j'ai un bon side control. Et si j'ai un bon side control, il n'est pas censé pouvoir me renverser, etc. Et pareil, de là, je suis dans une position dominante. Je peux finaliser le combat, mais c'est compliqué. Il y a certains trucs que je peux faire ici. Oh la Kimura. Il y a des petits trucs que je peux faire, mais c'est pas le mieux. En partant de là, du coup, mon but pour avoir une position qui est considérée comme une des positions les plus dominantes, c'est de monter. Donc je vais glisser mon genou ici et passer là. Voilà.
Et une fois que je suis ici, là j'ai une des positions les plus dominantes de tout le jiu-jitsu. Il est lourd. Là je peux absolument tout faire. Tout? Tu vois, tout faire. Oh putain. Bah quasiment quoi, je peux pas t'attaquer les jambes de là quoi. Putain, c'est vrai que même en faisant ça, Et- tu sais, on peut pas te dégager. Je peux tout faire, mais ça ira après, on va essayer, ça drôle. Donc bref. Ensuite, pourquoi je peux tout faire d'ici? Parce que je peux transitionner de absolument toutes les positions. C'est-à-dire si je prends, imaginons, son bras ici derrière, et ben je peux le faire rouler et prendre le dos. Tu vois? Je peux tout faire d'ici. C'est ça qui est bien. Et donc du coup, là on a un petit peu toutes les positions classiques qu'on peut retrouver en jiu-jitsu et dans lesquelles on a envie de se retrouver pour pouvoir exercer des techniques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque position dominante et je vais montrer, je vais essayer de sortir et je vais montrer du coup comment les utiliser et pourquoi est-ce que quand elles sont un minimum bien utilisées, comme moi où j'estime que j'ai un niveau, de toute façon ceinture violette c'est un peu ce cap là où tu as le niveau de martyriser tous les gens qui font pas ce sport et on va voir un petit peu comment elles sont efficaces directement utilisées quoi. Ok. Donc là on va y faire la première du coup. Bon, je vais y aller en full intuitif. Hein, Ouais bah c'est le but. Ok. Donc là viens ouais, Genou. voilà. Ouais. Là moi juste je ferme. Ok. Et là toi tu vas essayer de sortir. 3, 2, 1, go. Moi je prends ma side control et là lui il va essayer de sortir. Allez, 3, 2, 1. Bah, donc même avec un grave. Et après pareil, on transitionne les 3 positions les plus classiques. Donc Il est chaud. on a vu que c'est compliqué, même avec beaucoup de force et vraiment il y a beaucoup de force, il se débattait beaucoup, il faisait exactement ce qu'il fallait. Il y a des gens qui font des choses de manière instinctive et c'est ce que tu as fait bien, le fait de ponter les jambes comme tu faisais pour essayer de me faire partir, c'est exactement la bonne méthode. Mais c'est la première étape pour sortir. Ouais. Seul, ça fonctionnera pas. Tu vois. Ouais, je me doute. Donc, mais ça marche. Ouais, tu vois, tu l'as fait plusieurs fois après où tu pontes. Faut et que je après chope tu la le jambe. pousses et tu tournes. Ouais. C'est une des manières. Tu vois. Je pense que c'est le moment où il va me martyriser du coup. Je pense qu'on peut effectivement essayer ça. On va faire graduellement. On va faire. D'abord, je vais aller tranquille. On va faire un petit peu. On va tester un petit peu. On va le laisser aussi un peu s'exprimer. Là, le but c'est qu'on fasse quoi? Que chacun fasse ce qu'il veut? Ouais, Le but? soumission. Ok, c'est bon. Get ready. Winner. Winner.
Bon, session de combat finie. C'était super. Alors, on a fait 3. On a fait un peu plus light, un deuxième un peu plus light et un dernier un peu plus à fond. Il s'est bien exprimé au sol, il a bien bougé. C'était compliqué de le cadrer, même pour un gars débutant. C'est pour ça que être fort physiquement, c'est un vrai avantage. C'est pas pour rien qu'il y a des... Bon, t'aurais fait 60 kg, t'aurais volé. Hein. Ouais, si j'avais été plus léger, ça aurait été beaucoup plus compliqué déjà. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire qu'un mec de la salle peut potentiellement être plus fort qu'un mec de 60 kg s'il fait 90 kg? Il pourra jamais le battre, ça c'est sûr. Mais alors ça dépend du niveau du gars qui fait du jiu-jitsu, tu vois. Ouais. Une très bonne ceinture violette, un mec de 70 kg qui est très bon en ceinture violette, personne de la muscu le soumettra. Par contre, ça peut être très galère pour lui de te soumettre. Ouais. Il faut vraiment qu'il accède à ton dos pour être sûr que tu puisses ne plus respirer, parce que un bras et une jambe, tu vas tout le temps l'enlever, tu seras beaucoup plus fort que lui, ouais. Tu l'enlèveras tout le temps. Mais non, le soumettre, non, jamais. Par contre, tu l'aurais balancé dans tous les sens, là, tu vois, et ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Il aurait fallu que j'accède à ton dos instantanément et tout, tu vois. Mais bref, en tout cas, c'était régal. Ouais. Antoine, monstre. Scott, merci beaucoup, en tout cas pour ces petites bases et ce combat. Ouais, maintenant je vais te montrer un peu le deadlift. Il va me niquer. Alors on va changer un peu de... Chacun son tour. Bon, c'était un bon entraînement, Scott. Bien joué. Merci en tout cas pour ce que tu as appris, etc. C'était vraiment bien. Ouais, c'était cool. J'ai bien galéré. Hein. Ouais, non, mais tu t'es beaucoup mieux sorti que ce que je pensais. Hein. Ouais. J'ai même pas pris de serviette pour me doucher. Je pensais pas qu'on allait transpirer et tout, pour te dire. Hein. Il m'a sous-estimé. Non. Et pourtant j'ai sécurisé avec le caden. Ah, comme je te dis, c'est rare d'avoir un mec musclé et tout ça et qui est hyper combatif, tu vois. Bon, c'était cool alors. C'était vraiment cool. Ah ouais, j'ai kiffé aussi. Mais et du coup, quand tu fais des entraînements, etc., bah toi, tu sais très bien que la complémentation c'est important. Ça joue quand même un rôle assez sympa chez toi. Moi, au début, je prenais beaucoup de créatine. Il faut savoir que dans les prépas de sport de combat, donc imagine tu fais un combat, tu t'entraînes pas pendant un mois après, tu vois, au haut niveau. Et après, dès que tu reprends l'entraînement, bah, tu prends, qui prenait 15 grammes par jour pendant X temps, tu vois. 15 grammes? Ouais. Oh, c'est énorme. Il prenait 15 grammes par jour pendant X temps. Après, il baissait complètement, il faisait diviser par 2, il faisait ça pendant toute la prépa. En fait, ça lui servait, comme il disait, à pouvoir atteindre le stade de force, de préparation, en gros, qu'il soit prêt à rentrer dans le vif de la prépa. Tu vois. Parce qu'une prépa, ça dure parfois longtemps, parce que pendant les 2-3 premières semaines, bah, tu fais pas grand chose, t'es pas au top, tu vois. Donc ouais, la créatine, c'est un truc depuis longtemps que je prends. Et du coup, c'est quoi ton top 3? Bah, les trucs que je prends depuis le plus longtemps, c'est les classiques, hein, prot, oméga 3, créatine. Le no pump, t'appelles ça la potion magique. Pourquoi t'appelles ça la potion magique? En fait, j'en avais jamais testé avant du coup d'être partenaire de Superset. Jamais testé de pré-workout. Je savais ce que c'était parce que je parle anglais, quoi, tu vois, c'est tout. Ok. Mais je savais pas ce que ça faisait, je savais rien, tu vois. En fait, bah, moi qui suis dans mon quotidien à Nice en Thaïlande, c'était différent parce que j'étais tout le temps prêt, mais en même temps, j'en aurais eu bien besoin parce que quand j'étais en surentraînement, j'étais très souvent fatigué, tu vois. Ouais. Et ça réveille, quoi, tu vois. Genre, y a plein de fois où je prenais des cafés, des trucs, ou j'essayais de prendre des Gatorade ou du sucre. Comment, tu vois, je faisais ça, sucre, sauf qu'au milieu de l'entraînement, après, t'es un peu mort. Ouais. Tu vois, ça dure pas assez longtemps, ça touche pas les mêmes zones et tout, tu vois. Donc ça, ouais, c'est un peu la potion magique. Dès que je sens que je suis un peu fatigué. Moi, j'ai des choses que je veux savoir un peu plus sur toi, Scott. C'est déjà quels sont tes objectifs pour le futur? Mes projets, c'est de faire des trucs que je kiffe, qui me correspondent à 100% et de kiffer, quoi. Voilà, et que ça concerne les sports de combat, les voyages. J'ai acheté un livre, enfin j'ai reçu un livre pour Noël avec tous les sports de combat dedans, genre vraiment tout. Et je vais piocher des trucs, j'ai envie d'aller en Birmanie faire du lightweight, j'ai envie un peu de découvrir d'autres pays un peu dingues. Parce qu'au final, ce qui m'a beaucoup marqué dans chaque voyage, c'était surtout le pays plus que le sport de combat. Sauf chez Sumo où c'était vraiment un truc complètement différent. Ouais. Sinon, Géorgie et Sénégal, globalement, c'était la même chose que ce que je fais. Donc l'idéal, voilà, ce serait de trouver des pays maintenant où le pays me fait très kiffer, où j'ai très envie d'y aller.
Et en même temps, le sport de combat est fou et t'apprends vraiment des choses et le contact avec les gens et tout ça, quoi. Donc ça, je dirais que c'est mon objectif court terme, quoi. Bon ben merci Scott. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre, que ce soit aux abonnés de Supercell Nutrition ou même à tes abonnés, que tu as envie de leur dire quelque chose d'inspirant? Quelque chose d'inspirant, encore une fois, faites ce que vous aimez dans la vie, quoi. Genre vraiment, il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre à savoir que ça, honnêtement. Genre, il y a un mois, je vous aurais dit différemment, il y a 2 mois, je vous aurais dit différemment, il y a 6 mois, je suis arrivé différemment, mais là, je crois que je suis arrivé à un point dans ma création de contenu et dans ma vie de jeune adulte qui a quand même vu pas mal de trucs dans plusieurs pays différents, qui a vécu un minimum de trucs. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui traversent les mêmes choses que moi et tout le monde traverse la même chose en vrai. Et que même si tout le monde a sa vie, a des choses différentes, a vécu des choses différentes, des épreuves différentes, genre en vrai c'est bien d'écouter ce qui se dit autour, de prendre des conseils, mais sinon faut pas se comparer aux gens, faut pas essayer de recopier un tel, faut pas se dire ah je veux me lancer dans tel domaine, c'est comme ça qu'on fait. Non, tu regardes les codes. Tu vois, tu veux devenir caméraman, bah faut apprendre à gérer une caméra, quoi, c'est tout. Mais après, tu fais les photos que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu inventes ton propre truc, tu kiffes. Et si tu kiffes, toutes les émotions qui vont ressortir vont être positives. Si tu fais des réseaux sociaux, ça va se sentir autour. Les gens vont adhérer à ce que tu fais, ça va être authentique. Et voilà, tu vas juste avoir des bonnes émotions, quoi. Donc je dirais que ouais, ça c'est le max, quoi, c'est le prime. Et si t'arrives à faire ça, t'as pas de soucis, tu vois. T'as pas de problème. Top. Merci Scott. Voilà.